Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Bonjour à tous, nous sommes le 17 juillet pour l'émission numéro 18 de Bienvenue au Jardin. À côté de moi, évidemment, Roland Motte, incontournable, Monsieur Vittel, tout va bien? Tout va très bien, Patrick, bonjour et bonjour à tous. Merci de nous suivre sur News Jardin TV. Je vous rappelle que nous sommes un podcast, ça veut dire que c'est une émission de radio sur Internet, mais Miguel, avec toutes ses caméras, nous filme de façon à ce que vous puissiez nous suivre sur News Jardin TV. Et si vous nous regardez tous les samedis à 8h, de 8 à 9h, nous sommes en direct et on peut chatter les uns avec les autres et c'est particulièrement sympa. 198e jour de l'année, ça commence à faire du monde au compteur et les jours s'amenuisent petit à petit. Nous sommes déjà dans la bascule descendante. On se rapproche de Noël. C'est le 26e jour du signe astrologique du Cancer. Et le 29e jour de Messidor dans le calendrier républicain français. Et la plante du jour, c'est le blé. Le blé. Alors le blé qui est une plante, on va voir, un peu complexe. Et avant tout, je voulais vous citer, alors pas beaucoup, 4 vers seulement de Monsieur Alphonse de Lamartine, qui dans Harmonie poétique et religieuse a dit la chose magnifique suivante. Les sillons où les blés jaunissent sous les pas changeants des saisons se dépouillent et se vêtissent comme un troupeau de ces toisons. Essayez de faire mieux, je pense que ça va être compliqué. Alors effectivement, là, les blés, dans la plupart des régions, ont été coupés et donc ils ont été dévêtus. Alors c'est une plante importante, le blé, hein, mon cher Roland. Oui, c'est une plante qui va nous permettre de manger. Alors bon, évidemment, au jardin, c'est quand même pas la priorité. On va pas, à part quelques amoureux qui en plantent 7 grains pour avoir 7 épis et pour porter bonheur dans la maison. Mais autrement, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de la planter au jardin. Oui, mais j'ai mon petit sécateur toujours dans la poche moi, quand je me balade et c'est vrai que c'est bien d'avoir un petit bouquet de blé. Mais moi, je trouve ça joli, hein. On est à la mode des graminées depuis plusieurs années. Il a raison, hein, Roland. Il ne faut pas mettre un grain de blé comme ça au hasard. Il faut faire des petites touffes. Mais au milieu d'une végétation, par exemple, de plantes annuelles, ou peut-être même avec des géraniums, moi, je trouverais ça plutôt pas mal. Oui, il n'y a pas de raison. Comme tu le dis, on met déjà des graminées. 600 millions de tonnes annuelles, hein, à peu près, c'est ce qu'on produit. Donc, on est loin de nos 7 petits grains. Un mot sur le grain, qui s'appelle aussi le blé, d'ailleurs. Chez les graminées, on appelle ça un caryops. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, un caryops, c'est quoi? C'est un fruit sec, indéhiscent, ça veut dire qu'il ne s'ouvre pas, et dont le péricarpe, c'est-à-dire la peau, en fait, est soudée à la paroi, au départ, de l'ovaire. Et avec la particularité qu'il n'y a qu'une seule graine. Donc c'est un fruit très très spécial que l'on retrouve sur l'ensemble des graminées. Et donc ce fruit donne la seule graine, et quand on consomme donc du blé, souvent sous forme de farine, mais ça peut être aussi de boulgour, mais on mange des graines, et ça parfois on l'oublie un petit peu. Oui, et puis l'important c'est quand même d'en avoir un paquet. Avec un paquet de blé, on est sauvé. Ah oui, parce que tu voulais dire un paquet d'argent. Oui, c'est vrai ça, que dans il y a les tellement expressions, avoir du blé, en fait, c'est être riche. Alors, et crier famine sur son tas de blé. Eh ben, j'ai découvert, je ne savais pas du tout que ça veut dire être un peu râteau, si je puis dire, puisqu'on va rester dans le jardin, être un petit peu avare. Alors bon, ramasser beaucoup de blé, évidemment, vous avez compris. Le blé porte livret.
Ça veut dire que rien n'est parfait dans la vie. Voilà. Mais ça, faut le trouver. Hein. C'est des vieilles expressions, mais qui sont un petit peu sympathiques. Alors, il y a des dictons aussi, mais vraiment beaucoup, beaucoup de dictons. Là, on ne va pas en dire 50. On va dire ceux du mois de juillet. Il y en a déjà beaucoup. Tiens, par exemple, ceux de la semaine prochaine. Du tonnerre de Sainte-Marguerite, c'est le 20 juillet, le vilain se console vite, il n'est jamais assez mouillé pour que le blé ne soit rouillé. Donc en fait, ça veut dire que le blé maintenant est mûr et il ne craint plus évidemment les caprices du ciel ou du soleil. Alors il y a des choses aussi dans le langage des fleurs au niveau du blé. On va dire par exemple que le blé, si vous l'offrez, ça peut être une sorte de consentement d'accord, c'est-à-dire que ça se faisait dans le temps où lorsqu'on allait signer un contrat, eh bien, on montrait qu'on donnait un petit peu de blé. Bon, ça voulait dire, bon, voilà, je suis d'accord. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que si vous ne le donnez pas avec sa paille, mais que vous avez cassé la paille, là, c'est au contraire que vous cherchez querelle. Vous n'êtes absolument pas en accord avec la personne. Ça peut se comprendre. Hein. Si vous donnez la tige avec l'épi, et notamment 7, eh bien là, c'est carrément un souhait de richesse pour la personne. Alors on peut aussi évoquer un petit peu la Sainte Barbe, ou du moins les blés de la Sainte Barbe en Provence. Le jour de la Sainte Barbe, eh bien, il est de tradition depuis l'époque des Romains de planter dans 3 coupelles des grains de blé de la récolte de l'été, et qui sont normalement gardés pour faire les semailles de l'année prochaine, pour voir justement si ça va bien lever, et à ce moment-là, c'est signe de prospérité. Le téléphone veut dire que nous avons des internautes qui nous ont contactés, et ça je peux vous dire, alors tiens, un petit mot en passant, soyez très indulgents par rapport au délai que je mets à répondre à vos innombrables questions, parce que évidemment il est difficile d'être au four et au moulin. En ce moment on fait beaucoup de tournages pour pouvoir vous amener des vidéos pendant toute la mauvaise saison, et donc je réponds, mais avec une certaine lenteur. Alors que nous dit Sage Bou? Pouvez-vous me renseigner pour soigner mon prunier qui a de petites taches brunes comme de la rouille? J'ai lavé l'arbre avec le purin d'ortie. Eh ben, on ça ne devrait rigole pas, bon. Patrick, mais sans résultat. Alors déjà, une chose, on ne lave pas les arbres au purin d'ortie. Éventuellement, on peut arroser le sol avec du purin d'ortie. T'en pulvérises sur les feuilles, toi? Non, mais j'ai lu ça aussi sur Internet, comme quoi ça pouvait enlever les pucerons, etc., parce que ça pouvait être insectifuge. Mais bon, j'ai rarement vu de résultats probants, en tout cas sur les pucerons avec le purin d'ortie. Et encore moins sur la rouille du prunier. Oui, ça c'est plus grave. Qui est une maladie cryptogamique très courante, on va dire. Alors, toutes les rouilles sont des maladies qui sont très faciles à repérer dans la mesure où, alors, à la face inférieure des feuilles, ça commence. Donc, quand vous retournez la feuille, vous allez voir des petits amas, des petites taches couleur jaune-orangé, un peu comme un sporange de fougère. Ça ressemble un peu à ça. Oui. Et quand la maladie se développe, eh bien, ça va finir par traverser le limbe, et là, vous allez avoir des sortes de crevasses un peu, oui, jaune-rouille. Là, on est plutôt dans le côté rouille, d'où le nom, et qui fait que la feuille a un mal de chien à faire sa photosynthèse, du moins de façon correcte. Alors, malheureusement, cette maladie s'étend sur une longue période, parce que ça peut commencer fin avril, et jusqu'à mi-juillet, donc jusqu'à maintenant, vous pouvez continuer à avoir des infestations, ce qui veut dire que vous allez avoir les symptômes assez longtemps. Alors, ça a une difficulté pour l'arbre de mettre ses fruits jusqu'à maturité, et puis surtout, parce que le champignon est présent sur l'ensemble de la plante, même si on ne le voit pas forcément tout le temps, les jeunes rameaux vont avoir du mal à s'aouter lorsqu'ils ont été fortement attaqués par la rouille. Donc, ce n'est pas une maladie du tout anodine,
et il faut vraiment s'en préserver. Alors, qu'est-ce que tu fais contre ça? Pas grand-chose, si ce n'est de ramasser évidemment tous les feuillages. Ça, c'est du préventif. Donc, même le feuillage qui tombe pendant l'été, parce que ça arrive, on essaye de le ramasser pour éviter que ça, évidemment, les spores, comme tu l'as dit, se dispersent. Et puis, on peut éventuellement appliquer de la bouillie bordelaise. Je dis on peut, je dis éventuellement. Donc, je prends vraiment des gants à la chute des feuilles et puis au printemps. Mais c'est vrai que c'est pas si efficace que ça. Oui, parce que malheureusement, le cuivre n'est pas hyper efficace sur la rouille. Je conseillerais quand même systématiquement, sur tous les arbres fruitiers, de faire cette bouillie bordelaise d'automne. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'au moment de la chute des feuilles, l'articulation du pétiole de la feuille sur la tige, lorsque ça va tomber, ça laisse une micro-plaie, qui est une porte d'entrée pour les spores de certains champignons qui pourront, à ce moment-là, hiverner tranquillement. Donc, le fait de mettre de la bouillie bordelaise, ça va faire une sorte de fermeture. En fait, vous protégez la plante comme si on lui mettait une sorte d'enveloppe pour éviter ce type de maladie. Vous n'avez pas la main verte? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Eh bien, mes amis, ça va être extrêmement chaud, ou du moins, on verra si l'été va dans le même sens que les étés des années précédentes, à savoir des périodes de canicule importantes qui, pour nous, les jardiniers, doivent nous amener à prendre, on va dire, quelques précautions pour éviter que nos plantes aient quelques problèmes. Alors, mon cher Roland, tu l'as vécu, parce que toi, en plus, tu es dans une zone de climat continental où il peut y avoir très froid, mais il peut y avoir aussi très chaud. Et donc, je me souviens de 2003. Donc, ça fait déjà vieux machin de dire « je me souviens de 2003 ». Non, ça va quand même, rassure-moi. Je me souviens des années 60 encore. Oh non 2003, c'est l'année où nous avons créé un grand jardin à Vittel. Il y avait 4 hectares de jardin et on s'est dit, tiens, on va le créer. Donc, en avril, peinard, tranquille. Alors, on avait commencé un peu en février quand même à planter, etc. Donc on a eu le terrain un petit peu tard et on s'est dit super, on va tout planter. Et ah là là. Alors on a galéré, mais comme... Oui, parce qu'il fallait arroser. Ça, c'est vrai. Une chose dont on ne parle pas suffisamment souvent, les plantes ont particulièrement besoin d'eau. Enfin, quand je parle des plantes, les arbres et les arbustes, dans leurs premières années. Et oui, c'est donc ça. La première année de plantation, là, sur 4 hectares, il fallait avoir la tête partout. C'était pas possible. Le tuyau partout, surtout pas la tête, parce que j'en rigole encore. Mais on avait en plus des systèmes d'arrosage qui n'étaient pas encore complètement au point, etc. Donc il a fallu traîner les tuyaux à peu près partout. Et comme tu l'as dit, c'est surtout ces plantes qu'on avait plantées début de printemps. Et là, fallait tout arrosé, on avait prévu des cuvettes, mais c'est un travail de fou. Et donc cette canicule, eh bien, ça a commencé en 2003, puis là, on en retrouve quand même régulièrement chez nous. Alors, il faut définir quand même la canicule. La canicule, c'est une période prolongée durant laquelle la température est supérieure à 33 degrés, et surtout lorsque la température nocturne ne descend pas sous les 20 degrés. Et là, les plantes ont vraiment du mal. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire déjà pour améliorer les conditions de vie de ces plantes? Température moyenne de l'Hexagone depuis 1900, c'était 20 degrés. Mais bon, là, comme tu le sous-entends avec ta grimace, ça a explosé et on arrive à des températures bien supérieures. On va être autour des 25 degrés. Alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsque la plante a subi un coup de chaud, vous avez la circulation d'eau, donc de la sève, à l'intérieur même des vaisseaux qui ne fonctionnent plus. Donc, la plante n'est plus hydratée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les feuilles fanent, en fait, elles vont perdre leur eau. Les tiges, elles se ramollissent. La plante a l'air tout traplapla, on va dire. Et il faut, bien entendu, lui apporter rapidement de l'eau. Un petit conseil de base, mais hyper important, est de savoir se méfier lorsque vous avez des tuyaux dans le jardin qui ont pris la bonne chaleur pendant toute la journée, de ne pas arroser tout de suite les plantes avec ça, de laisser l'eau s'écouler, parce qu'au départ, elle peut être très chaude. Et vous allez faire un effet vraiment inverse. Donc il faut une eau tempérée pour que les plantes puissent se rafraîchir. Alors, que fait-on en priorité, on va dire, par exemple, allez, on n'est quand même que le 17 juillet, mais j'ai pas
pris beaucoup de vacances. Je suis parti du 1er au 14, par exemple. Je suis revenu dans le jardin. Il avait fait chaud. Les plantes, elles sont raplapla. Est-ce qu'il y a des mesures d'urgence? Oui, la mesure d'urgence, ça va être de tailler, c'est de faire le tour. Je reviens à mon petit tour qu'on doit faire, mais là, si vous rentrez de vacances, d'autant plus, c'est de faire le tour pour voir ce qui a séché complètement, parce qu'une fois que les parties d'une plante sont sèches, totalement sèches, ça donnera rien. Oui. Donc, alors ça, c'est pas de la taille, c'est du nettoyage. oui, c'est ça, oui. Non, parce que justement, quand je t'ai entendu dire ça, je me suis dit... parce que surtout, ne taillez pas. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, ma plante a la mauvaise mine, je vais la ratiboiser. » Non, 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 non. Laissez-lui la possibilité de développer son métabolisme correctement. En revanche, comme l'a dit Roland, ce qui est abîmé, ça, vous le nettoyez. Ce n'est pas la peine de laisser tout cela, parce qu'en plus, ça peut attirer certains problèmes de maladie. Alors, sur les pots, parce que c'est souvent là qu'on a des gros problèmes. D'ailleurs, je vous dirais, en passant, les vacances, c'est bientôt, pourquoi ne pas mettre des systèmes de goutte à goutte, par exemple, un petit peu partout. Si vous avez des pots, ça vous permettra de repartir tranquillement. Mais voilà, quand vous rentrez de vacances, on trempe, on va tremper. Il faut complètement immerger la plante, il faut lui laisser pratiquement, on va dire, une nuit dans l'eau, enfin au moins 1 ou 2 heures, de façon à ce qu'elle puisse s'imbiber complètement. Le fait qu'il y ait souvent pas mal de tourbe dans les terreaux fait que on arrose et on a l'impression d'avoir arrosé alors que l'eau va avoir glissé sur le substrat, s'être infiltrée sur les bords intérieurs du pot et être sortie par le trou d'évacuation. Vous dites, comme l'eau s'évacue, c'est qu'il y en a eu assez, alors qu'il n'y a pas eu du tout. Donc, tremper les pots. Autre chose? Oui, alors nous avons parlé ensemble du paillage, donc évidemment qu'on va sarcler le terrain quand il s'agit de l'extérieur lorsqu'on voit la terre, parce que là évidemment il faut sarcler, mais anticiper, et si vous partez en vacances, pailler un maximum au niveau du sol, même les pots d'ailleurs, on peut pailler la surface du pot de façon à retenir l'eau, et puis comme tu l'as dit, on va partir en vacances et peut-être descendre les pots qui sont un peu en hauteur, y compris les pots des plantes d'intérieur qui sont là au-dessus sur le buffet dans la cuisine, mettez-les plutôt au niveau du sol parce que là, il y aura un petit peu moins de chaleur. Donc voilà un petit peu les conseils de base que l'on peut vous donner, mais en tout cas, jamais abandonner son jardin pendant plus de 3 ou 4 jours, à moins d'avoir mis des olias, allez, olias, comme tu mets dans ton jardin. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Alors, il y a toujours des choses qui se passent dans le jardin, même lorsque c'est la période de vacances. Au niveau des actualités, on va dire des actions qui sont menées de façon intéressante dans le jardin ou des produits que l'on peut trouver en ce moment. Qu'est-ce que tu peux nous proposer? Mais moi, j'ai trouvé chez Caillard Biogens. Allez, on va dire, je vais te le prononcer oui, bien. Biogens, ouais. Oui. Et c'est toute une gamme de pièges à moustiques éco-responsables qui sont bien sympas. On en reparlera avec les moustiques parce que c'est vrai qu'ils sont capables de piéger les moustiques tigres en plus. Donc, ça vaut le coup. Ça permet d'avoir une surface de 150 mètres carrés à peu près pour essayer de les piéger. Puis le piège, il est rigolo parce qu'on va imiter presque l'être humain. Le piège va imiter aussi la respiration. Ouais. Si on y rajoute une petite bouteille de CO2 là, qui vient en option, mais on rajoute ça. Et donc, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui dort là-bas. Donc, le moustique, tu penses, fin comme il est, il y va. Tu vois, celui-là, je vais le piquer. Et tac, il tombe dans le piège. En gros, c'est le principe de ces pièges de chez Caillard. Oui, mais c'est le principe certainement le plus abouti sur le plan de la réflexion et assurément, je pense, le plus efficace parce que ça a été particulièrement bien étudié. En revanche, ça ne fonctionne pas sur les individus. C'est des pièges que l'on met, alors soit près de la terrasse, soit près des arbustes ou des pièces d'eau là où il peut y avoir des moustiques, de façon à les capturer, mais vous ne pouvez pas transporter sur vous parce que c'est quand même un tout petit peu important. Moi, j'ai une nouveauté qui n'est pas une nouveauté, mais qui est quelque chose de très intéressant par rapport à la situation que l'on a lorsqu'on veut avoir un treillage décoratif. S'il y a un rayon totalement indigent dans les jardineries, c'est bien celui du treillage et notamment du treillage décoratif. On vous vend des trucs extensibles. Alors, en plus, alors s'ils sont en plastoc, c'est du toc. Mais là, je voulais vous dire que Jardinium, c'est rigolo comme nom, dans Jardin Aluminium en fait, est une marque française qui est créée depuis 1997 et qui vous vend
des treillages, alors soit préfabriqués ou sur mesure. Et ça, on en a beaucoup besoin parce qu'on n'a jamais la taille qu'il faut. Et ça, vous pouvez les commander par Internet parce qu'ils ont lancé tout récemment donc cette possibilité sur leur site. On est dans le 91, on est dans l'Essonne, c'est vraiment du 100% français. Et ils vous font, entre la commande et la livraison, simplement 10 jours, et vous avez un truc qui vous arrive chez vous. Donc ça s'appelle Jardinium boutique en ligne. Vous regardez, vous allez trouver certainement des trucs qui vont vous intéresser si vous voulez décorer avec un treillage. Manifestation salon en ce moment. Calme plat parce que tout le monde est en vacances, mais tu as certainement un coup de cœur. Oui, j'ai un petit coup de cœur. C'est un spécialiste de la forêt, une entreprise qui s'appelle Reforest Action. Ah oui, je connais. Je te laisse en parler. Non. Tout est dit dans le titre d'ailleurs. Reforest Action, je trouve que l'action elle est sympa. Leur boulot c'est d'essayer de chercher de la thune, ou du blé. Je vais rester dans le thème. Oui, on va dire de l'argent pour être... Voilà. 12 millions d'arbres dans 35 pays avec l'aide de 2500 entreprises et 200 000 reforestateurs, parce qu'ils les appellent comme ça. Donc, c'est des particuliers qui sont prêts à filer un coup de main à un particulier, donner de l'argent. Et puis là, ils ont un projet de planter et d'entretenir 4 millions d'arbres dans l'année 2021-2022. Ça va se faire avec le ministère, je crois, de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et donc, ce projet est lancé pour 2021-2022. Donc, allez sur reforestaction.com si vous voulez participer. Alors moi, je vais rester aussi dans le même esprit avec... la reconstitution de haies. Parce que c'est important de faire des forêts, mais on avait perdu vraiment le bocage et avoir une idée de remettre un petit peu ces haies qui sont les premiers endroits utiles pour avoir de la biodiversité et notamment pour abriter nos oiseaux, abriter les insectes dont on a besoin, eh bien, c'est tout à fait intéressant. Alors, le projet, c'est de remettre 3500 km de haies par an, sachant qu'il y en a 11 500 qui disparaissent. Fonds pour l'arbre, ça s'appelle, en un seul mot. C'est sur Internet et vous pouvez regarder comment ça se passe. Et puis, si vous avez un peu de thune, comme dit mon ami Roland, eh bien, peut-être aussi abonder dans ce genre d'action parce que ça serait très intéressant. Il y a une autre action qui est très intéressante et indispensable pour notre survie, eh bien, c'est la publicité. Et je vous invite à la suivre pendant quelques instants seulement. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème, Gazon Pur DCM vient à votre secours. Gazon Pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tâche ni les dallages ni les pavés. Gazon Pur DCM, c'est 2 en 1. Un beau gazon bien vert et en plus, sans mousse. Incroyable ce qu'un mini-grain arrive à faire. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Une petite sonnerie de téléphone de la part de Dédé. Comment employer la poudre de lave au jardin et savoir ce que nous en pensons. Oh que du bien. Non, ou presque la poudre de lave. On avait déjà parlé de la chabazite. On l'a pas fait à la Besançon, là. La poudre de lave. C'est mieux. Il faut savoir, c'est qu'est-ce que je dis. C'est la poudre de lave. Oui, c'est une poudre de lave basaltique, très fine. Et donc, elle va avoir plusieurs utilités. On avait déjà parlé de la chabazite. Oui. Je ne sais pas si tu te souviens. Et donc, cette chabazite, c'est un petit peu le même principe que la poudre de lave. Et donc, qui contient de la silice, du calcium, du magnésium, des minéraux, etc. Alors, tu l'utilises, toi ? Du tout, parce que j'ai fait le choix de la chabazite, et en particulier pour protéger les tomates du mildiou. C'est à peu près efficace quand même. Alors on en trouve pas encore énormément dans le commerce, notamment dans le commerce jardin. Je sais que la marque DCM vend la Vita Silica, mais eux, ils la vendent plutôt comme une sorte de barrière physique pour protéger
Alors, a priori, contre les moisissures, mais ça, tu l'avais fait, toi. Oui, c'est ça. Et Avec donc, la chabazite. Avec la chabazite. Et donc, en fait, ça fait une micro-surface qui va venir protéger. Tu l'expliquais très bien pour le prunier. Donc, lorsqu'il y a une micro-blessure, eh bien, la chabazite va venir couvrir et faire une protection physique, finalement, contre les agressions. Et donc là la poudre de lave, je ne sais pas comment tu dis, La poudre de lave. la poudre de lave, comme elle est plus fine, je pense que ça doit être encore plus efficace Oui. à ce niveau-là. Alors, en revanche, c'est aussi utilisé pour le décompactage des sols argileux. Ça va améliorer la structure du sol parce que c'est très, très poreux. Donc, même dans les sols sableux et légers, eh bien, ça permet aussi de mieux retenir l'eau. Donc, c'est vraiment une idée de très très bon amendement. L'amendement étant la manière d'améliorer la structure physique du sol. Et c'est exactement ce que l'on fait avec ce produit. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Dans ce dossier, nous allons carrément parler du printemps, puisque il est temps, maintenant, de semer des végétaux qui vont nous faire le plaisir, enchanter, décorer, colorer notre jardin au printemps. Bien que il y en a certains qui peuvent même nous faire un petit plaisir dès l'hiver. Ce sont ce qu'on appelle les plantes bisannuelles, et dans ce nom, on entend 2 ans. Ça veut donc dire que ce ne sont pas des plantes qui vont se renouveler tous les 2 ans, bien que ce sont des plantes qui ont un cycle de vie sur 2 ans. On les sème maintenant, ils passent l'hiver sous forme de feuilles et fleurissent au printemps, puis meurent juste après. Alors, qu'est-ce que tu fais avec des bisannuels dans ton jardin? Alors nous, c'est plutôt Rien. rien. Si. J'allais te parler de la carotte et du poireau, mais je crois que c'est malvenu, puisque il s'agit de légumes, et là, on va parler des fleurs, bien sûr. Et donc, eh bien, ces bisannuels, oui, on va les semer. Il y a surtout du choix. Les premières qui viennent à l'esprit, c'est les pensées. Pourquoi? Parce qu'elles fleurissent même dès l'automne. Oui. Elles sont capables de fleurir même jusqu'au mois de juillet, si on arrive à les conserver, parce que bêtement, on les vire. On va dire C'est juin, dommage. Juillet, ça devient compliqué. Oui, parce que ça commence à avoir un peu soif, mais c'est presque dommage. On les vire des fois dès le mois de mars-avril quand arrivent les fameux annuels, Oui. et alors qu'elles pourraient encore se développer. Et puis, il y a un choix tellement grand. Donc, les semis, et tu vas rire, moi, j'en mets des pensées parce que j'adore ça. Bon, pas que des pensées, hein, mais je prends des godets carrément. Tellement facile. En jardinerie, dès la rentrée, en général. Oui. Et qui ont l'avantage sur les pensées, effectivement, sur les hybrides modernes, de pouvoir, tant qu'ils ne gèlent pas, de vous faire des fleurs pendant tout l'automne et tout l'hiver. Donc, c'est des plantes quand même intéressantes. Mais il n'y a pas que la pensée. Par exemple, les campanules médium, campanules à grosses fleurs. Une plante qui est un peu devenue désuète alors que c'est magnifique. Oui. Il faut faire ça. Oui, et c'est tout le long de la tige, hein, ça fait Voilà. des fleurs qui sont grosses, attends, comme ça, bon, on voit pas à la radio, hein, mais c'est quand même comme ça. Comme une grosse pièce de 5 francs dans le Ah temps. oui. Alors ça fait des épis en forme de pyramide, ces campanules médium, et dans des couleurs qui peuvent aller du bleu très foncé jusqu'au blanc en passant par le rose. Et ça, quand même, je vous conseille d'essayer. Achetez un petit sachet de graines, ça coûte pas grand-chose, puis tout d'un coup, vous aurez vraiment des surprises. Juste un détail, on la trouve en jardinerie, même en ce moment, j'en ai retrouvé encore il y a pas longtemps. Des médiums? Ah oui, Ah avec, oui. en gros pot. Et donc, oui, profitez-en, hein. Profitez-en, oui. Alors, il y a une plante que j'adore, qui est pas suffisamment cultivée non plus, qui est une vraie bisannuelle aussi, qui s'appelle la julienne des dames. C'est joli quand même comme nom. En botanique, c'est un peu moins joli, ça s'appelle Hesperis matronalis. D'ailleurs, pourquoi on l'appelle julienne des dames et c'est matronalis, c'est pas très sympa. Mais c'est une plante qui est de grande taille, elle peut dépasser le 1,50 m et qui fait des fleurs blancs jusqu'à pourpre parfois, en juin et en juillet, et ça fait des bouquets extrêmement légers. Et comme la plante, elle se ressème naturellement. Alors ça, dans un petit jardin de ville, il ne faut pas trop le faire, hein, parce que vous en avez partout. Ça prend de la après. place. Mais si vous êtes à la campagne, si vous avez un grand jardin, un petit peu de style naturel, ça va vous faire un vrai grand plaisir.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui te plaisent dans les bisannuels? Le bouillon blanc, Ah, on peut en parler la du molène. bouillon blanc. Là, ouais, la molène, magnifique parce que c'est une plante qui va monter, allez, on va dire à 1,60 m de haut, et ça fait une hampe florale toute jaune, Oui. et avec ses feuilles un petit peu duveteuses là qui Un sont. petit peu beaucoup. Et ça fait vraiment un épi, quoi. Donc ça fait une plante qu'on va mettre en fond de massif et qui va garnir tout de suite, qui est impressionnante. Absolument superbe. Donc, en plus, il l'a pas dit, mais c'est gris argenté au niveau du feuillage. Donc, il y a un joli contraste entre le jaune et ce gris argenté. Et c'est aussi une plante qui peut arriver à se ressemer. Alors, il y a plusieurs bouillons blancs, mais Verbascum bombiciferum, c'est vraiment celui que je vous conseille. Et la monnaie du pape. Lunaria bienis, et donc là c'est joli pour faire des bouquets secs. Et elle va faire quoi? Aller 80 cm, 1 mètre de haut. Elle se ressème plutôt bien. Et puis c'est une presque, j'allais dire, une vieille plante. Hein. On l'utilise un peu moins dans les jardins aujourd'hui. Alors, c'est une plante qui est intéressante à 2 niveaux. C'est que les fleurs déjà roses sont assez sympathiques, hein, même assez abondantes. Et puis surtout, il faut la laisser arriver jusqu'à la graine, ou du moins le fruit. Parce que si on l'appelle monnaie du pape, il y a une raison, c'est que les fruits sont ronds et plats. Je fais le même geste que Roland tout à l'heure. On voit bien. Comme des pièces de 2 € à peu près, hein, de taille, et qui ont la particularité d'être translucides. Donc quand vous plantez ce végétal de façon à avoir par exemple un contre-jour, ça fait quelque chose de vraiment très 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 joli. Il y en a un qu'on a quand même oublié, c'est le Forget-me-not. Forget-me-not, le myosotis, myosotis des Alpes, magnifique. Alors tu sais, moi je l'ai planté au départ dans les framboisiers parce qu'on m'a dit, que le myosotis repousse le vert de la framboise. Oh bah dis donc. Oui, mais c'est très joli. Oui. Ça repousse, ouais, peut-être. Non, en tout cas, c'est très beau. Et puis, ça a tendance à envahir assez facilement quand même. Dès que tu as un emplacement un peu libre. Parce qu'il se ressemait seul? Tout seul, oui. Ah, d'accord. Oh, oui, je me suis pas embêté. Oui, j'en ai mis un une fois. C'est ma maman qui m'avait donné ça. J'en ai mis un. Et puis après, débrouille-toi. Hein. Donc, maman surveille. Et donc, le myosotis se ressème. Mais moi, j'aime bien les myosotis, pas avec les framboisiers, mais avec les tulipes, par exemple. Parce que le côté assez léger du myosotis fait contraste avec un peu la rigidité que peut avoir la tulipe. Alors, toutes ces plantes-là se sèment vraiment très facilement en ce moment. Pas directement en pleine terre. Faites plutôt donc, ce qu'on appelle un semis en pépinière qui est destiné à faire des plants. Donc, on va le mettre plutôt dans une petite terre. Alors, vous pouvez le faire en pleine terre, dans un petit coin un peu semi-ombragé, mais on va semer à la volée. On ne fait pas des semis en rang. Alors, je sais que tu détestes les semis en rang, comme ça on va très bien, mais on va les faire à la volée pour pouvoir avoir ces plants qui seront repiqués lorsqu'ils auront à peu près 5-7 cm de hauteur. Il y en a une plante qui est moins connue et qui est très spectaculaire, qu'on voit souvent dans les régions plutôt bord de mer, qui est l'onagre. Ah, l'onagre, Onotera, oui. Onotera le notaire. Ah non, c'est pas le notaire. Oui, le notaire. Et l'onagre, on en avait beaucoup dans notre ancien jardin et qui repoussait spontanément. C'est jaune, mais on l'avait mis parce que c'est une plante comestible et c'était ça l'intérêt. Mais c'est très très joli en Alors c'est surtout floraison plus jaune. comestible par les oiseaux parce que ça attire énormément. Alors les assenteurs mouchets, les mésanges, les pinsons, et puis même les abeilles qui viennent butiner. Donc c'est une plante qui est intéressante. Ça peut atteindre 2 mètres. Hein. Donc c'est pareil, il faut quand même avoir un jardin assez grand. Alors, qu'est-ce qui est comestible? Eh ben, il y a les racines. On laissait la plante se développer et puis on n'a pas envie de l'arracher. Par contre, on peut aussi utiliser les fleurs. Et les fleurs sont comestibles Oui, également. alors, Donc... il y a énormément de fleurs comestibles. Un jour, je vous ferai venir ici à l'émission un copain qui s'appelle Pascal Garbe et qui est un fou furieux, on en a parlé d'un de ses livres, de fleurs comestibles. Mais il faut savoir quand même les assaisonner parce que c'est pas toujours bien terrible. Une plante, mais que j'adore totalement, qui est d'une beauté, mais qui est un peu plus délicate, qui est aussi une bisannuelle, qui est le pavot d'Islande. Ah oui. Le Papaver nudicole. Si vous voulez avoir des pavots jaunes, oranges, blancs, voire roses, et qui sont libres, qui sont légers, qui sont gracieux, essayez donc le pavot d'Islande. Et la plante aux œufs pochés. La plante aux œufs pochés, qu'est-ce que c'est que ce nom encore? L'Imnanthes douglasi. Ah si, c'est intéressant, parce que ça fait comme des petites marguerites blanches avec un cœur jaune, et une plante qui se ressème très facilement, tu adoreras ça, et
Surtout parce que ça attire bien aussi les insectes auxiliaires. Voilà, on vous a mis toute une sorte de panel de plantes que vous ne connaissez pas forcément. Puis on en a oublié une qui est majeure qui s'appelle la digitale. C'est aussi une bisannuelle qui se comporte comme une vivace parce qu'elle revient partout dans le jardin. En tous les cas, pensez-y, c'est le moment, on les sème, les bisannuelles, et c'est très intéressant. Alors, Ça sonne. bah oui, c'est Kéra qui sonne. Et oui, et qui dit j'adore la passiflore, plante magnifique. Est-ce qu'on peut faire du parfum avec ces fleurs, avec la passiflore? Ben, alors, je vais dire non, parce que les passiflores classiques, et même la quasi-totalité des passiflores botaniques, c'est-à-dire les espèces, sont exceptionnellement belles. Ah oui. C'est des fleurs qui vous font « oh » quand vous les voyez, hein. Mais vous pouvez mettre le nez dessus, c'est zéro pointé. À part une. Alors, à part une qui est un hybride, Ah oui. et ça, tu la connais, toi, parce que tu as fait une vidéo, je crois, un jour. Pour Oui, pour chez Truffaut, lorsque j'étais jeune, beau et dynamique, eh bien, ça. Alors maintenant, il travaille avec nous, parce que oui, ça s'est dégradé. c'est un vieux jardinier décrépit. Non, nous sommes la chaîne dynamique du monde du jardin. Et c'est Perfume Passion, donc la passiflore Bellotti Perfume Passion, et donc qui fait des fleurs qui sont assez impressionnantes, 12 cm de diamètre quand même, donc ça fait une belle fleur qui est parfumée, qui a le comportement à peu près identique aux autres passiflores, bon, -5 quand même. Hein. C'est un hybride, hein, c'est hybride de Alata, Passiflora alata et Passiflora cerulea, qui normalement cerulea est quand même la plus costaud. Elle tient presque jusqu'à -10. Donc là, on est à -5, donc ça veut dire quoi? Gros paillis l'hiver? Ouais, prudence, bah déjà à l'abri du vent si on peut, dans un terrain bien drainé, et puis bah, si on peut derrière un mur blanc, enfin entouré de murs, dans Paris, je pense pas que c'est un problème, on n'habite pas tous dans Paris malheureusement, mais bon, à la campagne, faites gaffe, c'est pas au-dessus d'une colline. Hein. Alors, faites gaffe, comme dit Roland. Non, prenez soin des passiflores en les exposant bien au soleil, mais pas brûlant, parce que le feuillage crame assez facilement, tout compte fait. Quand on les voit dans les pays tropicaux, très souvent, c'est sur des pergolas, Oui, c'est mais vrai. sous un ombrage, enfin un ombrage léger. Donc attention quand même à pas les faire cramer. Alors je voudrais quand même qu'on parle du parfum, ça sent quoi? Eh ben, ça sent, alors j'ai plus le mémoire, il me semble que c'est un peu citronné, parce que c'était, c'est vieux ça, je te dis ça, je l'ai senti, j'ai mis le nez une dessus. odeur présente, Ah puissante. oui, on le sent, quand même bien, on le sent, mais il faut avoir le nez dessus. C'est pas, si tu veux, comme le trachéospermum où là tu passes et lui il Voilà, t'interpelle c'est pas du carrément. jasmin, évidemment. Donc rappelez-vous, Passiflora X, ça veut dire hybride Bellotti, Perfume Passion, donc parfum Ah, tu le dis bien. passion, et c'est vraiment la seule à être parfumée. Et maintenant, nous allons faire une petite page de publicité. Peut-être qu'elle sera parfumée également. On ne sait jamais. Ça va chauffer avec le Green Power d'Ozlock. Des herbeurs électriques sans flamme et 100% naturels. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bien que votre pelouse se porte plutôt bien, vous voyez apparaître de la mousse ici et là. Pas de problème, Gazon Pur DCM vient à votre secours. Gazon Pur DCM est un engrais pelouse organo-minéral avec une action indirecte contre la mousse. Cet engrais ne tâche ni les dallages ni les pavés. Gazon Pur DCM, c'est 2 en 1. Un beau gazon bien vert et en plus, sans mousse. Incroyable ce qu'un mini-grain arrive à faire. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock. Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock, conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Eh bien, puisque nous sommes le 17 juillet, nous allons projeter ce qu'il y a à faire au jardin jusqu'au 24 juillet. Est-ce que ce sera compliqué? Je ne sais pas. On va penser alors toujours à l'eau évidemment, mais ça on va pas y revenir parce qu'on va vous le dire tout le mois de juillet et peut-être tout le mois d'août. Mais là on va commencer à contrôler quelques maladies qui commencent à arriver, et en particulier sur les courgettes ou les concombres, on va pouvoir avoir de l'oïdium. Donc on m'avait conseillé de prendre pour les courgettes en tout cas un peu marbré, en disant que celle-là résiste un peu mieux à l'oïdium. Donc, Oui, alors,
on les voit dès le départ quand on les achète, elles sont vraiment pratiquement de j'ai deux l'impression que couleurs. ces pipeaux, ça a la même couleur que la courgette l'oïdium. marbrée que lorsqu'elle est pleine d'oïdium, donc on confond. Non mais c'est vrai que sur les cucurbitacées, à partir de maintenant, il va être quand même très 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 compliqué d'empêcher que le feuillage soit recouvert de blanc. C'est pas la peine de prendre des tonnes de soufre et puis d'en balancer partout. Le soufre est efficace, mais il ne faut surtout pas l'utiliser lorsque la température dépasse les 25 degrés. Sinon, vous cramez, vous brûlez carrément le feuillage. Donc c'est une chose, vous voyez, je suis parfois raisonnable, moi. J'allais te faire la remarque en disant je suis très surpris et très, très content. Alors quand on prépare cette émission, enfin je lui pose plutôt la question, Roland, que fais-tu au jardin cette semaine? Je me promène dans le jardin. Donc est-ce que c'est toujours ce qu'il faut faire? Mais c'est obligatoire, je ne comprends même pas qu'on en parle chaque fois. C'est obligatoire, vous commencez par ça, la promenade du jardin tous les samedis. Attention, à partir de 9h05, après l'émission, une fois que vous avez chatté, eh bien vous allez faire un tour dans le jardin pour voir ce qui s'y passe. C'est là où on voit tout. Mais bon, je ne vais pas y revenir là-dessus et vous allez peut-être voir les altises. Alors ça, on en a parlé déjà plusieurs fois. Ouais. C'est vrai que ces petits coléoptères sont vraiment extrêmement agressifs, notamment sur toutes les plantes de la famille des brassicacées, c'est-à-dire donc les choux, les radis, les navets. Donc méfiez-vous avec ça. On peut arroser, je pense qu'ils n'aiment pas trop quand on les arrose. Alors on en a uniquement en période de sécheresse, lorsqu'on a une canicule un peu suivie, et c'est là où on les trouve, à tel point que cette année, tu vois, on n'a pas mis de choux du tout. Alors je parlais d'arroser, il y a une chose aussi qu'on oublie un peu en été, quand on a des périodes de longue sécheresse, c'est que nos petits camarades sauvages qui viennent nous donner des coups de main dans les jardins ont souvent très soif. Et donc mettre des petits abreuvoirs pour oiseaux, pour insectes et tout ça, c'est pas mal. Tu fais ça comment? Indispensable, en arrosant le soir. Ah, simplement. On remplit. Oui, on a des coupelles, carrément des abreuvoirs chez Gardif, parce qu'ils sont spécialisés là-dedans. Et donc, on arrose. Et en même temps, on remplit nos arrosoirs. Et puis, comme on a une ruche, on est obligé d'y penser également, parce que les abeilles aussi vont trinquer un petit coup. Et surtout on met un abreuvoir à abeilles à côté? On a trouvé, tu sais, tu me parles sans cesse, il faut que tu arrêtes d'ailleurs des holas. C'est-à-dire qu'avant de connaître Roland, même de commencer cette émission le 20 mars dernier, je ne connaissais pas. Puisque tu veux absolument parler des holas, il faut quand même creuser un gros trou. Oui. Voilà, c'est pénible quand même. Une fois par saison, tu fais le trou, tu retires en hiver et tu le remets au printemps suivant. Ça va, c'est quand même pas énorme. Comme ça se feinte, c'est le principe, on va les remplir. On va mettre une petite coupelle dessous et donc l'eau va traverser progressivement. Et donc, il faut des petites gouttelettes, les poser près de la ruche et donc ça nous permet de donner à boire aux abeilles. Alors sachez qu'en ce moment, c'est le début de la saison de plantation des iris et des pivoines, les bulbes d'automne dont nous avons parlé la semaine dernière, et qui sont donc des plantes très spectaculaires et que je vous invite vraiment à mettre. Bon, ça commence à être un petit peu l'extrême limite. Une chose à faire, surtout si vous partez en vacances, c'est de faire exactement l'inverse de ce que vous allez imaginer avec la pelouse. On ne tombe pas le gazon rasibus avant de partir en vacances. On va laisser assez haut parce que en me laissant l'herbe un petit peu haute, eh bien les brins s'ombragent les uns avec les autres et vous avez moins de risques de retrouver un paillasson au retour des vacances. On a parlé tout à l'heure de l'oïdium. Il y a des plantes que vous pouvez quand même traiter avec le soufre. Ce sont les astères, les bégonias, et je pense quand même les groseilliers à maquereaux. Ça serait quand même vraiment dommage parce que l'oïdium est extrêmement agressif sur cet arbuste-là et vous risquez de récolter zéro si vous ne traitez pas. Donc encore une fois, lorsqu'il fait moins de 25 degrés. Et puis au niveau aussi de l'entretien, coupez un petit peu tous ces stolons de rosier, les gourmands de tomates, les rejets de tous les arbustes comme les lilas, comme les rustifina qu'on appelle, comment déjà en français, le sumac de Virginie. Oui, voilà. Le sumac, oui. Ah, le vinaigrier. C'est bizarre, je connais mieux le latin. Et puis, bon, dernier conseil, douchez généreusement toutes les plantes de terre de bruyère, ou dites de terre de bruyère, comme les camélias, les rhododendrons, tout ça, le soir, lorsqu'il a fait quand même une forte chaleur, ça leur fera le plus grand bien.
Nous allons surfer, nous allons lire, comme nous le faisons chaque semaine. Roland, sur l'Internet, que nous as-tu dégoté? Je suis allé surfer le soir, uniquement. Et j'ai un site qui s'appelle Abraculture. Alors, tu avais présenté la semaine dernière un livre de Tom, un petit jeune. Et bien, pareil, lui, il est né en 1995, donc c'est Louis, c'est pas Tom. Il est encore plus jeune que mon fils. Ben oui, ça se complique pour nous. On va se faire jeter, tu vas voir. Et donc, mais c'est très bien, parce que c'est des petits jeunes qui viennent. Donc, lui, c'est un passionné de permaculture. J'aime pas bien le mot là, parce que ça c'est du abracadabra, quoi. Abraculture cadabra, voilà. Et donc, lui, il s'est passionné pour ça et il fait maintenant des formations ludiques. Alors, c'est pas forcément de la permaculture, mais c'est comprendre un petit peu le jardinage au naturel, comment faire pousser des choses chez soi. Il a en particulier un petit programme, c'est les 7 clés du potager naturel. Et donc, voilà. Et il est ouvert à Tours, son site web qui est abraculture.com. Sur Facebook, on va taper Abraculture, on va le retrouver. Il est sur Instagram, il est même sur LinkedIn, donc on l'a vraiment partout. Voilà, c'est un petit jeune qui a envie d'accélérer la transition écologique et alimentaire, et donc il se donne les moyens pour ça. Cette espèce d'idée de redevenir autonome sur le plan alimentaire avec son propre jardin. Sachant que 75% de la population vit en ville, c'est une ineptie totale, premièrement. Deuxièmement, moi je me rappelle mes grands-parents qui vivaient à la campagne et qui s'éreintaient à essayer de produire un potager pour avoir à peu près, entre guillemets, une certaine autonomie, mais de toute façon ça ne suffit pas. Il faut avoir des poules, des lapins, etc. Donc ça veut dire revenir à un monde du 19e de France agricole. Or, c'est pas la structure de notre pays. Donc, soyons un peu raisonnables. Moi, je veux bien la permaculture, je veux bien tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, arrêtons de dire n'importe quoi. Voilà. Alors, juste un truc, c'est que, regarde chez nous, tu vois, cultiver, c'est 400 mètres carrés. On récolte, puisqu'on a pesé pendant 3 ans. On s'est embêté à tout peser pendant 3 ans. On a récolté à peu près 800 kilos de fruits, légumes, herbes dans l'année. Donc 800 kilos, c'est une économie d'environ, on va dire 3 000 €. Et donc, c'est quand même pas mal. Alors évidemment qu'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir le pain. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas avoir. On ne va pas avoir de café, on ne va pas avoir de bananes. Mais on peut quand même arriver à un complément. Puis je pense que son initiative, elle est bien. Pourquoi ? Parce que ça fait prendre conscience aux gens que la nature existe. Et même si on n'aura pas, et là je te rejoins, on ne va pas manger de son jardin. On va quand même prendre conscience que ça existe et qu'il faut faire attention à la nature. Passons ce message de façon claire. Il faut avoir le talent, il faut avoir la connaissance, et tout ça, c'est difficile aujourd'hui. Bon, peu importe. En tous les cas, jardinez d'abord pour votre plaisir. Voilà. Le reste, on en reparlera d'autres fois. Moi, j'ai des livres aussi, un peu dans le même esprit. Favoriser la biodiversité dans son jardin. Vincent Albouy. Vincent Albouy, on le connaît bien ici. Vincent, c'est un très bon entomologiste. C'est quelqu'un qui est un bon jardinier aussi. Il est comme Roland. Il jardine dans l'esprit naturel, mais en même temps, il vous dit de façon précise que la transition écologique au jardin, c'est une sorte de défi. Donc il y a des choses à faire et il vous donne 70 fiches illustrées pour cultiver des plantes qui vont attirer la faune, pour créer des nichoirs, pour créer des hôtels à insectes. Alors ça aussi, les hôtels à insectes, je peux vous dire, c'est joliment décoratif, mais il y a rarement des insectes qui viennent dedans, sauf peut-être à la campagne. Des points d'eau, etc. Bon, mais c'est sympa. C'est-à-dire que ça vous permet d'avoir votre jardin avec un autre regard. J'ai oublié de vous le dire, c'était chez Mosaïque Santé. Je ne connais pas trop cet éditeur, mais le livre est sympa. Là, aménager son jardin avec des matériaux recyclés et un autre livre qui est construire des cabanes en bois, tout ça, c'est chez Ulmer. L'idée, c'est effectivement, pourquoi pas, de transformer avec ce que vous pouvez trouver, faire du bricolage, des choses qui peuvent être jolies. Tous ces 2 livres-là sont des livres d'origine allemande, et il semblerait que les Allemands soient très en avance sur nous par rapport à toutes ces idées-là. Mais les constructions en bois, alors ça, encore une fois, il faut aller avoir le bois. Hein. Quand vous habitez en banlieue parisienne ou en banlieue lyonnaise ou marseillaise, c'est un peu plus compliqué. En tous les cas, voilà 2 livres que je vous conseille également. On a Severus. Severus. Alors, je connaissais un Severus. Ah bon ? Eh oui, Severus Rogue, qui est dans Harry Potter. C'est pas lui. Un nom qui n'existait pas, donc il l'a pris en pseudo. Peut-être, oui. Et il nous dit, j'ai fait pousser un
en pot un avocat qui a aujourd'hui 8 mois et mesure 60 cm. J'ai remarqué que depuis un mois environ, son noyau devenait quelque peu ratatiné, un peu comme une pomme de terre conservée trop longtemps. Il en dit, Séverus, et il n'a pas fini. Sa partie hors terre a considérablement perdu de son volume, si bien que l'on ne le voit quasiment plus aujourd'hui. Pourriez-vous m'indiquer si c'est normal ou si cela est dû à un autre facteur ? Alors, ce qu'il ne nous dit pas, c'est si la tige et les feuilles sont en bon état. Mais si c'est le cas, ce que nous explique Séverus, c'est tout à fait la logique et la normale. Qu'est-ce qu'est un noyau d'avocat ? C'est une graine. De quoi est constituée la graine ? Eh ben, des protéines quand même pour nourrir... Essentiellement des glucides quand même. Oui. Hein, d'abord de l'amidon pour effectivement, de l'amidon, comme tu dis, voilà. nourrir. Oui. Donc, une fois que la graine a rempli son rôle avec l'embryon qu'il y avait à l'intérieur et qui est devenu la plantule, et peut-être demain la plante, il est normal que tout ce qu'il y avait autour, ça soit complètement épuisé. Donc ça se flétrit, ça se dessèche. Parfois, le risque, quand on fait ce genre d'avocat en terre, c'est que ça pourrisse. Si la plante n'a pas tout absorbé, si donc c'est pas sec mais c'est encore humide, on peut éventuellement l'éliminer manuellement. Mais là, tu vois, il nous indique, Séverus, qu'il a 8 mois. Donc 8 mois, je pense que l'avocat est déjà 60 bien cm, poussé. bah oui, donc ça pousse 60 bien. cm, donc tout va bien. Voilà, l'explication, vous l'avez. Donc une graine, c'est fait pour alimenter la germination, le démarrage, mais après, évidemment, ça disparaît. Parce que les réserves, quand elles ont été consommées, il n'y en a plus. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, tu sais, quand on achète des bulbes un peu tardivement, on va contrôler parce qu'ils sont à moins 50% en magasin, on va quand même les toucher, les palper pour voir s'ils sont bien fermes parce qu'ils peuvent très bien avoir perdu leur vigueur et ils sont plus consommables, on va dire. Et l'avocat ne sera pas consommable quand même avant quelques années. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Alors pour cette partie botanique de notre émission, nous allons rentrer dans quelque chose qui est d'une subtilité absolument extraordinaire, et c'est ce que nous avons appelé les artifices de la pollinisation. Alors la pollinisation, je vous rappelle que c'est l'élément qui permet la fécondation, c'est-à-dire qu'en fait le pollen qui est les gamètes mâles va rencontrer dans le pistil, les ovules de l'ovaire, va se fondre avec et va nous constituer une autre plante. Donc c'est vraiment la reproduction sexuée de la plante. Mais il y a un problème avec les plantes. Oui, parce que nous, on l'a pas, tu penses. Nous, quand on a besoin justement de travailler cette reproduction, on prend... Tu travailles la reproduction. Attends, on est comme une plante... Mesdames, messieurs, Roland Motte, le professionnel de la reproduction. Ça, je peux t'en dire un paquet là-dessus. Alors, on prend la mobilette, on va chez Ginette, puisque à l'époque, elle s'appelait Ginette, on sonne en bas et puis on monte. On n'a pas ce problème, on peut se déplacer. Et il a donc, une façon de raconter ses amours qui sont tout à fait particulières, mais bon, pourquoi pas. Il n'y a pas de raison. C'est un peu ça, mais d'une façon plus imagée, c'est que le problème de la plante, c'est qu'elle est immobile. Donc quand vous êtes immobile, comment trouver un partenaire ? C'est ça la véritable question. Ça, oui. Donc on ne peut pas aller au bal du 14 juillet ou au mariage du copain. Donc on est obligé de faire en sorte que l'on compte sur des entremetteuses ou sur des entremetteurs. Oui. Et ça, il y a essentiellement 2 catégories d'entremetteurs dans le monde végétal. Quelle est la première, mon cher Roland ? Eh bien, j'opterais pour le vent. Ben oui. On va parler d'anémogamie. Ça, c'est un mot que tu emploies tous les jours. Tous les jours. J'en parlais l'autre jour avec mon épouse. Donc en disant, de anémos le vent et gam la reproduction. Voilà. Et donc le vent, oui, et c'est les bouleaux, par exemple, qui vont nous propager tout un tas de pollen. D'ailleurs, ça va nous énerver un petit peu, mais voilà, c'est leur façon de se reproduire. On va balancer du monde dans le vent. On va balancer nos petits spermatozoïdes, si je puis dire, dans le vent, puis en espérant qu'ils tombent au bon endroit. Donc c'est assez hasardeux, vous l'aurez compris. Et effectivement, c'est caractéristique, on va dire, de catégories de végétaux plutôt primitifs, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est une méthode qui a donné ses fruits, mais qui est, comme tu l'as dit, assez hasardeuse, qui nécessite
beaucoup de dispersion et de déperdition. Les conifères aussi font tout à fait cela. Alors, par exemple, il faut savoir que les quantités sont absolument phénoménales. 300 millions de grains de pollen en tout genre déposés chaque année sur 1 mètre carré de terrain. Mais et ça, c'est pour l'Europe. Dans certains pays tropicaux, ça doit être beaucoup plus. Donc, vous imaginez un petit peu pour avoir, on va dire, une nouvelle plante. On va se retrouver sur une chance sur un petit million. C'est comme jouer au loto, à peu près. Alors, vous avez aussi les graminées qui font ça. Et ces pollens, donc, sont à l'origine aussi, d'ailleurs, de certaines allergies chez les gens. La deuxième façon, c'est de demander, entre guillemets, à un véritable auxiliaire de vous faire le boulot. Oui, et si possible des insectes, puisqu'elles vont bien se faire piéger si on met la couleur, etc. Alors ça va être des insectes, mais on va dire plutôt, on va faire appel à l'ensemble du monde animal. Et ça va s'appeler donc la zoogamie cette fois. Parce qu'il y a, effectivement, tu as raison, beaucoup d'insectes qui sont nos pollinisateurs préférés, mais on verra qu'ils ne sont pas les seuls. Oui, il y a aussi des petites bestioles quand même, des petites, voire des grosses bestioles en zoogamie, puisqu'on a même des lémuriens qui sont quand même déjà assez costauds. Le noir-blanc-vari, tu connais celui-là? Oui, le vari. Enfin, c'est le vari noir et blanc. Ah bon, il faut le dire à l'envers, c'est comme les Anglais. Et qui habite Madagascar, comme la plupart des lémuriens. Oui. Donc, c'est des pollinisateurs sur Ravenala madagascariensis. C'est quoi Ravenala madagascariensis? C'est l'arbre du voyageur. Ouais, qui est magnifique, un peu en éventail. Voilà, exactement. Donc, en fait, ils ont la possibilité, parce qu'ils sont frugivores et, on va dire, végétariens, donc ils vont ouvrir la fleur et ils vont manger l'intérieur de la fleur. Et pendant ce temps-là, évidemment, le pollen... ça se frotte sur le dos bien velu de notre lémurien qui va aller transporter cette semence mâle sur une autre fleur. Alors, il y a des animaux que je ne connaissais pas et que tu m'as mis dans nos notes, les souris à miel, qui sont des petites bestioles australiennes et qui, en fait, ne sont pas des souris. Oui, c'est pas des souris et puis c'est pas du miel. Donc on est peinard. Donc si tu veux, les gars, c'est des gars de la botanique qui ont encore trouvé le nom. Non, la zoologie là. Ah, c'est la zoologie. Bon. Ils sont encore pires que les botanistes, ces zoologies. J'ai bien peur. Oui, en tout cas, c'est pareil. Elle va aller manger des fleurs, le nectar des fleurs. Elles sont nectarivores. Oui. C'est des petits marsupiaux. En fait. C'est des marsupiaux. Et ça va visiter une plante qui est typiquement australienne, mais qui est absolument magnifique, qui s'appelle le banksia. C'est un gros arbuste, parfois même un petit arbre, avec des inflorescences qui peuvent faire une trentaine de centimètres. Il y en a des jaunes, il y en a des rouges, des roses. Plante très très difficile à acclimater dans notre pays. Je crois qu'il y en a quelques pieds au jardin botanique de Roscoff. Oui, j'allais te dire, c'est tellement joli. Comment se fait-il qu'on ne soit pas précipité dessus pour nous le proposer dans les jardineries, etc. Parce que c'est compliqué à cultiver, encore plus que les protéas, même si c'est des protéacées également. Et puis des eucalyptus australiens, intéressants au niveau de cette pollinisation par ces souris à miel. Encore un peu de botanique. Les eucalyptus australiens sont maintenant dans le genre Corymbia pour la plupart, si vous vous intéressez à la botanique. Et puis, il y a la chireptophilie. Ah ça y est, j'ai retenu le nom. Oui, tu me l'as dit l'autre fois. C'est pour ça. C'est les chauves-souris, c'est ça. Voilà. Parce que certaines chauves-souris frugivores vont venir donc consommer le fruit, ou même d'ailleurs avant que le fruit se fasse. Alors, surtout sur des inflorescences particulières comme les régimes de bananes, où on a à la fois les fruits et puis on a encore un bout de fleur, elles peuvent arriver donc à transmettre un tout petit peu cela. Alors, dernière chose quand même pour évoquer ce phénomène extraordinaire de la pollinisation, c'est, tu l'as dit un tout petit peu, les artifices que les plantes ont inventés, les parfums. C'est pas pour faire plaisir à notre nez. D'ailleurs, il y a des parfums malodorants pour nous, mais très attractifs pour les mouches, par exemple, ou pour certains coléoptères comme les bousiers. Donc, il y a des plantes qui sentent carrément les déjections. Mais parce qu'elles sont pollinisées par un insecte qui apprécie cela. Les couleurs. Mais plus que les couleurs, les taches. Parce que les taches sur certains pétales ou les stries servent vraiment de guide, de pistes d'atterrissage pour dire c'est là qu'il faut que tu ailles et c'est là que tu vas trouver la merveille que tu cherches, à savoir souvent le nectar.
Donc, le monde végétal est très très malin, et il est tellement malin qu'il y a même, et ça on fera une chronique un de ces jours, c'est le mimétisme végétal. Donc au point que certaines fleurs d'orchidées, des orchidées sauvages de nos pays, ont réussi à se transformer, je dirais, en insectes, en formant une fleur qui a exactement la forme, la couleur, parfois même les poils de l'insecte, et qui sert de leurre pour une copulation entre l'insecte qui va venir croire qu'il a une partenaire et se poser dessus, et là recevoir donc le pollen pour aller fertiliser une autre fleur. Vous voyez, le monde végétal est absolument fabuleux, c'est sublime, c'est intéressant, c'est passionnant, et ça sera le mot de la fin. Donc merci à tous, merci de nous avoir suivis, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre News Jardin TV. Nous sommes ravis avec Roland. Ils sont bien avec nous? Ça va, ouais, c'est pas trop mal, oui. C'est pas trop mal. Ça manque un peu de café ce matin, mais je ne ferai aucune remarque, mais c'est bien quand même. Donc si vous aimez Roland, vous le retrouverez sur Instagram, vous le retrouvez sur TikTok, vous allez aussi écouter France Bleu du côté de Nancy et Besançon. Moi je remercie la technique, il y avait Stéphane pour l'audio, il y avait Miguel pour les caméras. Les jardinières, je vous embrasse. Ma petite jardinière, Nicole, elle était là aussi derrière les caméras. Et puis notre petite perle, notre mascotte. Et puis tiens, elle était un petit peu plus loin, mais je ne l'oublie pas. Elle s'appelle Marilyn, c'est la femme de Roland. Et c'est aussi une très bonne jardinière. Alors, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures au jardin. Et bienvenue au jardin. Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1. La nouvelle innovation Solabiol. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. Merci d'avoir regardé notre vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait passer un bon moment. Si vous êtes des passionnés comme nous de plantes, de jardin, de jardinage, de botanique, eh bien vous êtes à la bonne place. News Jardin TV produit énormément de vidéos différentes. Alors notre émission Découverte Jardin, tous les samedis notre podcast Bienvenue au Jardin, l'émission Planète Végétale, l'émission Jardiner ça fait du bien. Vous avez de quoi vraiment vous régaler. Alors, n'hésitez surtout pas à appuyer sur la cloche qui se trouve en haut à droite de cette page et vous serez abonné gratuitement et ainsi tenu au courant de toutes nos nouvelles publications. Alors, à très bientôt sur News Jardin TV, bien sûr.